En France, le latin est synonyme de l'enseignement d'autrefois, d'un enseignement réactionnaire, d'un enseignement poussiéreux, d'un enseignement élitiste. On en a fait le porte-drapeau de toutes les arrière-gardes. Ce n'est absolument pas ça qu'il s'agit de ressusciter et de poser un latin véritablement moderne au service de tous les savoirs. Qu'est-ce que cela veut dire un latin au service du français qui permette d'y entrer? Il ne s'agit pas par cette thèse de défendre que le français serait uniquement du latin et que derrière l'idée du latin, il y aurait quelque sorte de pureté identitaire du français. Ce n'est vraiment pas du tout cela qu'on a voulu défendre. L'idée, c'est plutôt de dire que le latin est la langue ancienne du français, celle dont le français vient et qui continue à l'irriguer, qui continue à l'habiter. Au fond, depuis le début de cet entretien, j'utilise des mots latins qui continuent à parler dans notre langue française. En arrivant à maîtriser ce latin, à connaître ce latin, c'est vraiment le français de l'intérieur que l'on peut s'approprier, dans la variété des sens des termes, dans la richesse de ses étymologies, et puis aussi, au fond, dans ce feuilleté de sens que constitue chaque mot. Et connaître leur origine latine, c'est une façon de penser véritablement dans sa langue. Mais que va-t-il apporter aux élèves, très concrètement, ce latin? Henri Poincaré, le grand mathématicien, était un latiniste passionné et qui explique justement que, bien sûr, il faut pas tout confondre. La logique d'une version latine, quand on traduit le latin, n'est pas la même que la logique d'une démonstration mathématique. C'est indiscutable. Le problème des élèves, c'est pas simplement le calcul, c'est aussi la rédaction. La rédaction, c'est la compréhension des mots, c'est la compréhension du sens des mots. Or, justement, et c'est ce que montre Poincaré, c'est que la compréhension du français, la compréhension de la grammaire française donne cette habileté de la langue que l'on peut mettre au service de la rédaction et donc du raisonnement mathématique. Même remarque dans le droit, notre droit porte l'histoire du droit romain, porte l'histoire de l'humanisme juridique, pas simplement dans des formules toutes faites, mais aussi dans un mode de raisonnement, dans une histoire. Puis du point de vue de la philosophie, bien sûr, on croit toujours qu'en philosophie, finalement, il y a les Grecs et il y a les Allemands. Il y a ce cliché qui voudrait que Descartes ait libéré la philosophie du carcan du latin. C'est tout à fait faux, bien entendu. Descartes a écrit les méditations métaphysiques en latin, Spinoza écrivait en latin, il y a tout le corpus de la philosophie médiévale qui est en latin. Par ailleurs, comment peut-on raisonner dans sa langue? Comment peut-on être sensible à la signification des mots si l'on n'en comprend pas l'origine latine, si on ne les habite pas à travers le latin? Je prends un exemple qui est celui d'une philosophe, Marielle Mazzocco, sur la notion de simplicité. Et quoi de plus simple que le mot de simplicité? Il y a une fausse étymologie de ce terme qui dit que simplicité, ça veut dire sans impli, c'est-à-dire ce qui se présente immédiatement, de façon lisse, ce qui n'a pas de mystère finalement. La véritable étymologie de ce terme, c'est semelplex, c'est-à-dire ce qui est plié une seule fois. Même dans la simplicité, il y a quelque chose qui reste à découvrir. Et vous voyez, comprendre cette notion de simplicité, par exemple, comprendre que derrière les mots, il y a cette richesse de sens, c'est une façon de penser dans sa langue et pas simplement l'utiliser à des simples fins de communication. Dans ce livre, vous ne défendez pas seulement l'importance du latin dans l'apprentissage des savoirs, mais vous militez pour le rendre obligatoire et non plus optionnel. Pourquoi? Mettre le latin en option comme le grec, c'est les mettre fatalement en concurrence l'un avec l'autre, et une concurrence qui se montre tout à fait ruineuse, et pour le latin et pour le grec, et qui conduit à toute forme de patriotisme disciplinaire. Pourquoi le latin obligatoire? Obligatoire comme l'école est obligatoire. Personne ne voit cette obligation comme une prison. Au contraire, c'est une obligation qui libère, c'est un lien à l'école qui permet l'apprentissage d'un savoir. Il est parfaitement légitime que le latin soit aussi obligatoire que l'enseignement du français. À rebours des critiques qui sont faites au latin sur son prétendu élitisme, vous en faites la langue de l'égalité par excellence. Pourquoi? Le latin, ce n'est la langue de personne. Et parce que c'est la langue de personne, elle peut devenir la langue de tout le monde. C'est-à-dire que c'est la langue égalitaire par excellence. Notre école fabrique de la discrimination, fabrique du déterminisme social, et l'exposition aux Français, l'exposition diverse en fonction des milieux socioculturels, est porteur de ces déterminismes et de cette discrimination. Par le latin, il y a une façon d'entrer de la même façon dans le français et de se l'approprier dans une idée d'égalité qui doit être celle de l'école républicaine. Pourtant, le latin n'est-il pas aussi la matière qui servait à trier les élèves pour hériter d'une meilleure classe, d'un meilleur dossier? L'enseignement du latin est dans une telle crise qu'il n'y a aucune stratégie socialement gagnante derrière. Il y a eu un malentendu très profond
est au fond assez franco-français. En France, le latin est synonyme de l'enseignement d'autrefois, d'un enseignement réactionnaire, d'un enseignement poussiéreux, d'un enseignement élitiste. Un latin un petit peu figé, qui a pu dégoûter. Paul Valéry, pourtant grand latiniste, parle lui-même de cet ennui mortel qui a pu exister dans les cours de latin. On en a fait le porte-drapeau de toutes les arrière-gardes, de tout ce qu'il faudrait rejeter pour enfin moderniser l'enseignement et pour enfin émanciper les élèves à l'égard des déterminismes, comme le français se serait émancipé du latin. Ce n'est absolument pas ça qu'il s'agit de ressusciter. D'ailleurs, il ne s'agit pas de revenir en arrière et de poser un latin véritablement moderne, ouvert, transversal, au service de tous les savoirs. On range également le latin parmi les langues mortes, ce qui ne le rend pas forcément très attrayant. A-t-on raison de le faire? Je crois que l'expression de langue ancienne est sans doute plus juste. Oui, c'est une langue qui n'a plus de locuteur, au sens où on parle d'un locuteur anglais, etc. On peut parler latin, il y a des tentatives de parler le latin comme une langue vivante, donc oui, c'est tout à fait possible. Ça demande une certaine agilité d'esprit, mais au fond, pas plus que de manier des langues à déclinaison. Le russe est une langue qui a des déclinaisons encore plus complexes que le latin, pour ne pas parler du finlandais, de l'estonien, etc. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de ressusciter le latin et de se remettre à parler latin comme on le parlait au Moyen-Âge, comme on le parlait à la Renaissance. L'idée est plutôt, encore une fois, qu'à travers le latin, à travers la littérature latine, nous nous approprions le français. Faut-il également repenser la manière dont il est enseigné, tant en termes de méthode que de contenu? On apprend de moins en moins de latin en latin. Pour attirer les élèves, et ça se comprend parfaitement, ce qu'on va leur proposer, c'est plutôt de la culture antique. L'une des premières choses, ce serait de remettre la langue latine au cœur de l'enseignement du latin. Oui, la grammaire latine, nous devons en passer par là. Mais c'est un plaisir, le latiniste que je suis peut vraiment vous dire que oui, il y a un moment où c'est un plaisir que de manier les déclinaisons, pas pour les réciter, mais pour comprendre in situ, pour comprendre dans un texte comment un mot est utilisé. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faudrait aussi, on défend en tout cas cette idée, une ouverture du corpus latin. Le latin a été parlé et le latin a été écrit de l'époque romaine jusqu'à une date très très récente. Il existait encore au XXe siècle des poètes néo-latins. Je peux penser à Pascoli, par exemple, un poète italien qui a écrit en italien, mais aussi qui a écrit en latin, un magnifique latin. Le latin est bien une langue qui traverse les siècles, qui s'est métissée de culture, qui s'est métissée d'héritage, et qui, en ce sens-là, nous parle encore.